Les gens heureux lisent et boivent du café. Ils étaient partis en chahutant. J'avais appris qu'ils faisaient encore les pitres dans la voiture. Je m'étais dit qu'ils étaient morts en riant. Je m'étais dit que j'aurais voulu être avec eux. Diane a brusquement perdu son mari et sa fille dans un accident de voiture. Dès lors, tout se fige en elle, à l'exception de son cœur qui continue de battre, obstinément, douloureusement, inutilement. Égarée dans les limbes du souvenir, elle ne retrouve plus le chemin de l'existence. Afin d'échapper à son entourage, elle décide de s'exiler en Irlande, seule. Mais à fuir avec acharnement la vie, elle finit par vous rattraper. 3 petits points de suspension. Donc je vous invite à suivre la suite de la vidéo pour avoir un aperçu des premières mes impressions sur ce roman. Un roman de Agnès Martin-Lugan qui s'intitule « Les gens heureux lisent et boivent du café ». Donc c'est une édition de poche, ça veut dire que c'est un petit format, comme le nom l'indique, qui peut aller dans la poche. Et donc moi j'aime bien ces petits formats parce que généralement en déplacement, ça se lit vite fait et puis c'est pratique, ça prend pas trop d'espace dans la valise ou dans le sac à dos. Donc j'aime bien les petites éditions de poche. Mais là n'est pas le but de la vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais faire une petite chronique littéraire de ce roman. Et je commence déjà par le commencement, c'est-à-dire présenter un peu l'auteur, sa bibliographie. Agnès Martin-Lugan, c'est une jeune autrice, en fait, qui, je crois, française, et qui a vraiment percé, mais vraiment percé, grâce à Internet, grâce à Amazon, grâce au e-book. Si vous ne savez pas, ce sont les livres électroniques qu'on peut acheter en ligne et lire sur des petits, sur des Kindle ou bien sur sa tablette, les petits trucs, les petits livres en fait numériques. Donc l'histoire de l'auteur est assez vraiment à la American Dream, sauf que là on est dans la French Dream. C'est un peu, disons qu'elle doit son succès purement à Internet en fait, parce que quand j'ai fait des premières recherches sur ce roman, je me suis rendu compte qu'en fait elle a écrit, bon je raconte son histoire, en fait c'est une psychologue qui va prendre un congé de maternité pour s'occuper de son enfant. Et donc, pendant son congé de maternité, elle s'est dit, bon, vu que je me fais un peu chier, je vais écrire un roman. Elle écrit son roman et elle le propose lorsqu'elle a fini, elle propose à 4 maisons d'édition. Toutes refusent assez poliment. Du coup, elle se dit, bon, moi j'ai bien envie que les gens lisent mon roman, j'ai pas écrit ce truc pour rien. Autant poster sur Amazon. Et elle vendait le truc à, je crois, 89 cents, quoi. Même pas 1 euro, donc même pas 650 francs CFA sur le net. Là, elle demande à ses amis, ok, allez-y, essayez d'acheter le roman, lisez le roman en ligne, supportez. Comme je vous demande à chaque fois de me supporter dans les vidéos et tout, de liker, commenter, de partager, tout ça. On connaît le bail. Donc voilà, ses amis partagent le roman et de fil en aiguille, ça fait le buzz, quoi. En quelques jours, vraiment, le roman devient un succès. Elle vend des millions d'exemplaires. C'est comme ça que les éditions Michel Lafon la contactent, en fait, pour publier vraiment le roman sous forme papier. Et depuis, je crois que le roman a été traduit en 12 langues, il me semble. Donc, du même auteur, dans les éditions de poche, on peut retrouver Entre mes mains, le bonheur se faufile. La vie est facile, ne t'inquiète pas. Désolée, je suis attendue. J'ai toujours cette musique dans la... Donc voilà quelques titres d'autres romans du même auteur, Agnès Martin-Lugan. Moi, j'ai d'abord vu, puisque j'ai commencé par chercher des infos sur l'auteur, quand j'ai vu cette biographie, vraiment la qualité des titres, en fait, les intitulés, je me suis dit, cette autrice, en fait, elle doit être vraiment une autrice véridique, avec beaucoup de biographie dans ses romans, c'est-à-dire beaucoup d'histoires vraies, beaucoup de vécu. Quand j'entends j'ai toujours cette musique dans la tête, la vie est facile, ne t'inquiète pas, je me dis ok, je m'attends à avoir des histoires de vie vraiment vraies, vraiment poignantes, vraiment saisissantes.
Sauf que, haha, gros mensonge, usurpation. En fait, je dis ça parce que tel que, enfin, je parle du roman que j'ai lu, c'est-à-dire les gens auraient dit c'est boire du café. Franchement, le titre est mensonger, mais on peut pas faire plus gros comme mensonge parce qu'en fait, moi, ce qui m'a attiré premièrement, c'est le titre. Et on va dire que la couverture aussi un peu, cette femme qui fume, genre indépendante, je m'en fous du monde et je vis ma vie comme je l'entends. Ça m'a assez attiré. Le noir et blanc, bon, ça fait un peu rétro. Je me dis, c'est bad girl, quoi. Ça m'a bien attiré du coup. Je me suis dit, en plus, j'aime lire, j'aime boire du café. Et si ça sous-entend que je suis heureuse, je vais savoir pourquoi, dans quel sens. Voilà comment je commence j'achète le roman en fait. Sauf que rien à voir. Le titre mais alors rien à voir avec l'histoire qu'il y a dans le roman. Donc, mais vous allez vite comprendre si vous lisez pourquoi elle a choisi ce titre, sauf que ça n'a rien à voir avec l'histoire en fait. C'était tout. Petite parenthèse qui fait 187 pages, donc on peut le lire vraiment très vite. En 2 heures, c'est bouclé, c'est rangé, même pas. Donc voilà. Je m'attendais à voir de vraies histoires de vie, des histoires poignantes, des sujets vraiment qui toucheraient la majorité des gens. Et ça a été le cas, vu que le roman parle d'une thématique qui trouve écho certainement à chacun de nous. Ça parle du deuil. Et bon, la grande majorité des personnes malheureusement ont déjà eu à vivre un deuil. Et le roman parle en fait de comment ce deuil est géré par la protagoniste en fait qui s'appelle Diane dans le roman. Du coup, j'entre dans la partie un peu narrative du roman. Donc c'est l'histoire de Diane qui perd son mari et sa fille, sa petite fille, dans un accident de voiture. Donc elle se retrouve veuve et il n'y a aucun mot pour une mère qui perd son enfant. Donc on imagine la douleur, le traumatisme et tout, c'est vraiment brutal. Et tellement brutal qu'elle n'arrive pas à se rendre à l'évidence que voilà, elle n'a plus de famille du jour au lendemain. Mari et fille sont partis, elles se retrouvent toutes seules, ils sont là morts. Même en face de leur cadavre à l'hôpital, elle ne veut pas voir la vérité en face. Donc elle s'enferme dans son appartement, elle vit en recluse pendant 1 an où elle va s'apitoyer sur son sort, elle va tomber dans un abysse de larmoiement et de ressassement de la vie passée avec sa famille, jusqu'à dormir avec le doudou de sa fille, porter les habits de sa fille, ne pas laver les draps dans lesquels ils avaient dormi son mari et elle pendant 1 an parce qu'elle veut conserver son odeur, parce que ce genre de truc. Dès les premières pages, on plonge dans cette atmosphère assez du deuil. Pour quelqu'un qui a déjà vécu le deuil, il retrouve toutes les étapes. Du coup, on est sûr que non, certainement l'auteur a vécu un truc pareil ou alors similaire. Tout est transcrit de manière à ce qu'on ressente chaque mot qui est écrit, qu'on ressente et qu'on partage la douleur du personnage principal qui est Diane. Mais voilà, après 1 an, après justement l'anniversaire de leur mort, elle refuse toujours de faire face vu que sa famille la pousse, tout le monde la pousse, tout le monde veut qu'elle avance, tout le monde veut absolument qu'elle sorte de ce deuil, tout le monde estime que 1 an c'est trop long, elle a assez pleuré, qu'il faut qu'elle continue sa vie. Surtout son meilleur ami Félix, qui est vraiment un peu une caricature de l'homosexuel, c'est-à-dire efféminé, foufou et tout ça, et avec plein de... Vraiment le mec hyper sociable qui casse-cou, qui fait n'importe quoi et tout. Bref, comme on a l'habitude de les voir un peu dans les séries, les films, quoi, un peu vraiment trop de froufrou le mec. Du coup, c'est son meilleur ami et c'est lui qui la supporte et l'épaule et un ami loyal qui veut absolument, qui endosse tout sur son dos parce qu'ils ont un café ensemble et du coup, c'est lui qui prend la relève en fait, qui assure, bien que très mal, qui assure la relève du business. Voilà. Elle, après 1 an, elle se dit, bon là, si ça continue comme ça,
il faut que tu te bouges parce que les choses, ça va pas, quoi. Tu peux pas rester là tous les jours à te laver avec le shampoing de ta fille pour garder l'odeur, apporter les chemises de ton sale de ton mari parce que tu veux être proche de lui. Il faut que tu bouges. Il se dit, bon, je vais t'emmener avec moi en vacances. Comme ça, le seul fait de sortir de l'appartement, peut-être ça va un peu te permettre de te rendre compte que la vie continue. Elle se dit non. Elle ne veut pas aller dans un endroit ensoleillé où les gens fêtent, où les gens profitent de leurs vacances. Donc, elle se dit, ok, je vais aller dans un endroit, vu que personne n'est décidé à lui foutre la paix, elle se dit, ok, je vais aller dans un endroit où mon mari aurait voulu aller. Et il se trouve que son mari aurait voulu aller en Irlande. Sauf que bon, elle n'a pas vraiment de point précis. Alors elle fait au hasard, comme ça, elle choisit là sur la map monde et elle tombe sur un petit coin perdu jusqu'à Mulurani. Je crois que c'est ça le nom. Et donc elle décide d'aller à Mulurani toute seule. Du coup, elle fait ses bagages, elle dit qu'elle s'en va. Elle va aller là-bas pour être en paix, pour que personne ne l'empêche vraiment de vivre son deuil comme elle veut, comme elle entend. Et voilà, elle prend tout, enfin pas tout, elle prend quelques affaires et elle s'en va à Mulurani. C'est là même que ça commence. Donc jusqu'ici, tout allait bien, tout était parfait, vraiment le roman, une perle. Tu es plongé dans l'histoire, tu as envie de lire, tu manges carrément les mots page par page. Affaire d'Irlande, là, quand elle arrive en Irlande, c'est là où tout se gâte même. Donc c'est là où le roman, franchement, tu as l'impression qu'il y a deux auteurs qui ont écrit ou alors qu'elle a écrit à deux périodes différentes. Il y a vraiment une dichotomie entre les 1 an qu'elle a passé à Paris à faire son deuil et tout, et son séjour en Irlande. Parce que là, c'est pas que le personnage évolue tellement, c'est pas que il n'y a pas vraiment d'évolution dans les caractères des personnages. C'est juste que tout ce qui se passe autour, les interactions entre les personnages, tout ce qui se passe, on tombe dans le roman à l'eau de rose, mais alors Harlequin, je sais pas, les telenovelas, la qualité baisse franchement et la dichotomie se fait sentir, mais certainement, parce qu'on entre dans des caricatures d'histoires d'amour, je sais pas où elle va aller rencontrer l'Irlandais bourru là, en fait, Édouard, elle va tomber sur un certain Édouard qui est vraiment genre méchant, qui l'énerve. Vous savez toujours comment ça commence avec des novellas. Il t'énerve, tous les jours vous tamponnez et à chaque fois vous avez des petites intercations et tu te dis non, celui-là je le déteste, mais à chaque fois tu tombes sur lui et finalement à la fin on sait comment ça finit dans les Harlequins. Du coup, c'est exactement dans ces clichés qu'on tombe un peu. Donc, je vais lire un petit passage pour que vous ayez un aperçu en fait de l'avant et l'après. C'est à la page 19. Je partis m'écrouler dans le canapé. J'allais avoir droit au récit de sa nuit fantastique. Rapidement, un verre de vin rouge apparut devant mes yeux. Félix s'installa en face de moi et m'envoya son paquet de cigarettes. J'en allumai une aussitôt. Tes parents t'embrassent. Tant mieux pour eux, lui répondis-je en crachant la fumée dans sa direction. Ils s'inquiètent pour toi. Ils n'ont pas besoin. Ils aimeraient passer te voir. Je ne veux pas. D'ailleurs, estime-toi heureux, tu es le seul que je tolère encore. Je suis irremplaçable, tu ne peux pas te passer de moi. Félix, très bien. Si tu insistes, je vais te raconter dans les moindres détails ma soirée d'hier. Donc là, c'est un extrait où on peut se rendre compte à quel point elle est isolée et son seul lien avec l'extérieur, en fait, c'est Félix, son meilleur ami, qui lui continue d'avoir sa vie de débauche là et qui essaye un peu de la tirer de sa torpeur, de son isolement en lui racontant ses phrases. Bon, ce qui m'a pas trop plu, c'est que cette partie que je trouve assez réaliste, ça va faire quelques pages quoi, parce que à peine à 30 pages en fait, ça va aller déjà en Irlande et puis le bazar commence en fait. Irlande. Un extrait qui m'a vraiment laissé mitigé, on va dire, parce que franchement,
Je dirais pas que l'écriture est mauvaise, je dirais juste que on a l'impression qu'on passe d'un jeu d'acteur professionnel à un jeu d'acteur Amateur. Bonjour Edouard, que puis-je faire pour toi lui demandai-je avec mon plus beau sourire. Baissez ta musique de merde. Tu n'apprécies pas le rock anglais, tes compatriotes? Il donna un coup de poing dans le mur. Je ne suis pas anglais. C'est clair, tu n'as pas leur flegme légendaire. Je continuai à lui sourire de toutes mes dents. Il serra, desserra les poings, ferma les yeux, respira profondément. Tu me cherches, dit-il de sa voix rauque. Vraiment pas, non. Tu es à peu près le contraire de ce que je cherche. Méfie-toi. Ouh, j'ai peur. Il pointa un doigt dans ma direction, mâchoire serrée. Je ne te demande qu'une chose, baisse le volume. Je fais vibrer ma chambre noire et ça me dérange. J'éclatais de rire. Franchement, dans la vie réelle, est-ce que est-ce que ça se passe comme ça? Ça, c'est que dans les romans harlequins et tout. Tu as des protagonistes qui se cherchent, en fait. Et c'est toujours dans la bagarre qu'ils se cherchent pour finir par se retrouver dans un lit. C'est vraiment mais le cliché du dialogue. Ouais, le mâle macho qui vient là. Vas-y, arrête ta musique et tout. Non, j'arrête pas. Tu vas me faire quoi? Je vais t'embrasser. On tombe vraiment dans ça. Tout son séjour en Irlande, c'est ça. C'est les sujets dont ça traite. Déjà, il y a le sujet du deuil qui me parle. On est tous concernés un peu, je pense. Et l'exil qui me parle également. Et le dernier qui vraiment m'a laissé pontoise. C'est... En fait, j'ai l'impression que l'auteur en profite de son œuvre pour faire une ode à la toxicomanie. C'est vraiment surprenant le nombre de fois où les personnages allument une cigarette. C'est-à-dire, il se lève, il allume une cigarette. Il va rencontrer Diane dans un café, il allume une cigarette. Et ensuite, elle monte dans sa voiture, elle allume une cigarette. Mais toutes les 2-3 pages, tu as une personne qui allume une cigarette. Mais c'est quoi? On lui a demandé de faire une publicité pour la consommation de tabac ou quoi? Moi, j'ai pas trop compris l'insistance. Je ne sais pas si elle avait déjà choisi la couverture et qu'elle se disait il fallait que je justifie ma couverture avec cette femme qui fume. Parce que vraiment, ça fume à tous les coins de rue. Ça fume à toutes les occasions pour n'importe quoi, ça fume, vraiment. Et je ne sais pas trop pourquoi cette insistance sur le fait de craquer ou d'allumer une cigarette à chaque fois qu'il y a une toute petite action qui se passe. C'est-à-dire, elle va juste à la boutique, elle allume une cigarette avant d'entrer, genre. Je ne comprends pas trop pourquoi cette insistance en fait sur ces caractères des personnages, que ce soit elle ou que ce soit Édouard ou que ce soit son ami Félix. Ils passent tous leur temps à fumer, mais c'est abusé. Genre, c'est trop en fait, c'est trop surligné le fait que les personnages fument. Donc je me demande pourquoi, surtout qu'il n'y a aucune ligne conductrice en fait. Il y a rien qui sous-tend ce caractère des... Je sais pas, c'est pour ça qu'ils sont nerveux, elles veulent dire, c'est pour ça qu'ils se chamaillent tout le temps, c'est pour ça qu'ils ont les nerfs à fleur de peau. Je ne pense pas, vu que c'est déjà associé au fait que chacun est un peu en exil face au deuil. Chacun des personnages va avoir, on va dire, ce caractère asocial, introverti, pas introverti, un peu asocial, genre reclus, dans un coin perdu, vraiment, que ce soit, il y a vraiment, l'exil ressort assez, et c'est généralement associé à ce traumatisme relationnel ou ce traumatisme événementiel. Mais ce qui est sûr, c'est assez souligné exactement beaucoup de personnages, en fait, que ce soit la sœur d'Édouard, que ce soit Édouard, que ce soit Diane, que ce soit Félix. Chacun, à un moment ou à un autre, fuit face aux événements qui arrivent dans la vie quotidienne, se retranche soit sur une île, soit en Irlande, soit en Irlande. Donc, pour fuir un peu ces répercussions. C'est écrit assez facilement, il y a beaucoup de dialogues, du coup c'est vraiment facile à lire, ça passe très vite, ça se lit très vite et c'est assez linéaire comme écriture parce qu'il n'y a pas
de va-et-vient, il n'y a pas de rétrospection, machin, non. C'est vraiment on continue dans l'histoire et jusqu'au bout, on continue dans l'histoire, on avance. Donc, l'exil revient assez souvent comme thème, mais d'un autre côté, j'ai pas vraiment aimé sa façon, parce que je trouve qu'elle a abusé un peu de cet exil et que du coup, ça a empêché que l'autrice détaille la profondeur des personnages. Donc, ça a laissé un caractère assez léger, pas fini aux personnages, parce qu'à chaque fois qu'ils étaient face à une confrontation, au lieu de rentrer dans les détails vraiment des sentiments humains, on allait dans un exil et puis là-bas il se passait une situation amoureuse bête. Donc j'ai trouvé que ça c'était un peu bâclé, les personnages, le caractère des personnages. C'est vraiment mon avis, je trouve que les personnages sont un peu creux et des fois ils sont très dans la caricature. Je n'identifie pas trop à ce genre de personnages. Parce que moi quand je disais ça, je voyais juste les films, les télénovelas là dans ma tête en fait. Je me disais pas ça peut être un truc réel. On commence par un univers assez réaliste, assez convaincant pour un univers très, mais alors très romanesque, limite, enfin peu convaincant. Et je trouve qu'il y a beaucoup de personnages qui ont pas vraiment leur rôle. Tu te demandes pourquoi ils sont là en fait. Tu te demandes pourquoi on parle d'eux, vu qu'ils n'interviennent pas vraiment et qui ne facilitent même pas en fait les relations entre les personnages principaux. Donc tu te demandes mais pourquoi on va parler du chien par exemple, du chien d'Edouard. Bon, d'un autre côté, en ayant lu l'histoire, on comprend que peut-être il est là pour montrer à Edouard que voilà, Diane est plus sympathique que Megan, son ex-copine matérialiste qui est partie dans la ville et qui préfère vivre en ville et qui du coup a quitté Edouard pour ça. Mais on ne va pas raconter toute l'histoire. Hein. En tout cas, il doit faire un choix et puis disons peut-être voilà, le chien intervient un peu dans ce choix. Mais pour ça, est-ce qu'il lui fallut besoin franchement du chien? Ou encore des proprios qui ont loué la maison où Diane habitait, le cottage où Diane habitait lorsqu'elle était en Irlande. Ils ont vraiment le rôle. Et tu te demandes, ils ont servi qu'à ça en fait, à lui louer une maison. On pouvait juste dire qu'elle a loué une maison et c'est tout. Donc pourquoi parler de ces gens? J'ai pas compris. Et du coup, voilà, de mon point de vue, voilà ce qui m'a laissé un peu sur ma faim, quoi. C'est ce caractère d'instabilité des personnages, toujours en train de bouger, alors qu'ils n'ont pas fini là-bas, mais ils sont déjà ailleurs. Et aussi le fait qu'il y en ait plein qui ne servent à rien. Et le titre mensonger, pour commencer par le début, hein, le titre mensonger, je trouve aucun rapport. Mais c'est vrai qu'elle a trouvé un bon titre, elle a trouvé un titre accrocheur et c'est ça le but d'un titre, c'est d'accrocher. Et ça accroche, donc ça va, je lui accorde, je lui accorde ça, d'avoir trouvé un titre vraiment accrocheur. Maintenant, qui n'a rien à voir avec l'histoire et donc vraiment, c'est même la justification du titre, c'est un peu tiré par les cheveux, quoi. Tu sens qu'on a créé le truc juste pour justifier le titre. Mais bon, disons que c'est ça, ça va. Donc la justification du titre, je vous laisse la découvrir. Je ne vais pas être la seule à être désillusionnée, hein, donc allez lire le livre. Non, franchement, pour une fille, vous cherchez une petite lecture pour passer du temps entre deux avions ou deux trains ou je sais pas, juste vous avez 1 heure ou 2 à brûler. C'est un livre qui est facile à lire avec une écriture assez simple, beaucoup de dialogue, donc ça passe très vite. Mais ne vous attendez pas, c'est pas un truc psychologique qui va vous travailler les neurones, quoi. C'est juste vraiment une lecture pour passer le temps, une lecture comme une autre, un peu à l'eau de rose. Donc pour les filles, les adolescentes qui aiment bien les harlequins et tout ça, ça c'est vraiment, on est pile poil dedans. Donc si j'ai un truc à reprocher à ce livre, c'est juste que je trouve c'est un peu le manque de relief des personnages en fait, le manque d'introspection, le manque de développement dans les thèmes vraiment intéressants qui ont été développés comme le deuil, l'exil, même la cigarette, hein, on aurait pu développer cet axe,
Mais c'est pas le cas, ça n'a pas été fait. Donc c'est ça que je reproche un peu à l'auteur. Il y a quand même un point positif, tout n'est pas caricatural. On remarque en fait un certain renforcement du personnage, c'est-à-dire elle devient de plus en plus autonome, elle va un peu s'endurcir et du coup c'est un bon point quoi. On passe d'une femme fragile, brisée, qui éclate en sanglots à chaque fois qu'on prononce le nom de son défunt mari ou de sa fille morte, décédée, à une femme qui se dit que la vie peut continuer en fait, une femme qui sort peu à peu de cette torpeur dans laquelle elle était plongée et qui se dit voilà, il faut que je reprenne ma vie en main, il faut que je ne vais pas forcément tout le temps aller me blottir dans les bras puissants et musclés d'un homme qui sera là à m'aider. Donc on passe d'une femme assistée à une femme qui s'autonomise, une femme qui commence à se prendre en charge peu à peu. Donc ça, c'est le point positif du roman parce qu'on voit l'évolution un peu du personnage. Mais maintenant, c'est vrai que cette évolution va être un peu renforcée par les autres caractères féminins. Il y a beaucoup d'autres personnages féminins qui vont rentrer un peu dans ce renforcement. D'ailleurs, j'aime bien les personnages féminins, comme par exemple l'ex d'Edouard ou encore sa sœur, qui sont assez indépendantes, qui savent ce qu'elles veulent, qui savent où elles vont et qui apprennent malgré tout à Diane à devenir un peu ainsi. Par contre, les personnages masculins, franchement, je trouve que l'auteur n'a pas été très gentil avec eux parce qu'ils sont trop dans la caricature, franchement. Ils sont trop faciles à... on va dire, elle est tombée dans la facilité en fait avec les personnages masculins. Mais bon, voilà mes premières impressions, voilà sur la force des personnages, sur la crédibilité des personnages. Et la fin, franchement, la fin, c'est un peu en queue de poisson là. Donc il faut juste... bon, en même temps, d'après sa bibliographie, il y a déjà une suite, vu que ça c'est un livre qui est paru en 2012. Elle a eu le temps d'écrire une suite et je vous avoue que j'ai pas vraiment envie de lire la suite parce que j'imagine que ça va être encore juste... on va juste étirer en fait les petits jeux de moineaux entre les deux principaux protagonistes de cette œuvre. Mais là, j'ai déjà le deuxième livre de l'auteur, c'est celui-là qui s'intitule À la lumière du petit matin. Ce n'est pas la suite, à part voir les différents en fait. Les différents livres de l'auteur, je mets ça là, que vous voyez. Ok. Donc là, vous pouvez voir. J'ai toujours cette musique dans la tête. Une leçon de vie sur le couple, ses failles, mais surtout ses forces. Ça, c'est Sandrine Bajot, le Parisien, qui a fait cette critique. Ok. Peut-être que je le lirai quand j'ai le temps. Mais déjà, celui-ci, c'est sûr que vu que je l'ai, je le lirai. Maintenant, à vous de me dire si vous préférez que je vous lise ce deuxième livre du même auteur pour la prochaine critique, dans la prochaine vidéo, ou alors qu'on passe à un autre auteur, un auteur que j'aime vraiment bien et qui m'a vraiment fait développer mon goût pour la lecture, c'est Éric Emmanuel Schmitt, La nuit de feu. Donc, déjà, la balance est un peu déséquilibrée parce que lui, c'est un auteur que j'adore, vraiment un grand auteur, déjà très connu. C'est vrai que l'autre aussi est connu, mais lui, c'est vraiment une pointe. Et je suis sûre que je vais aimer toutes ses œuvres déjà. Parce que toutes celles que j'ai lues, que ce soit les pièces théâtrales, que ce soit des romans, j'ai beaucoup aimé. Et là, il y en a de nouvelles. Il en écrit. Il est toujours en train d'écrire. Et vu que je tombe de plus en plus sur ses œuvres, moi, je penche pour celui-là. Mais maintenant, à vous de choisir pour la prochaine vidéo. C'est sûr que je vais faire les deux. Juste pour la prochaine vidéo. Dites en commentaire lequel des deux vous voulez que je fasse en premier pour la prochaine critique littéraire. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ma critique vous a un peu aiguillé sur votre décision à lire ou pas ce roman. Et pour la prochaine vidéo, peace.